je suis Philippe Mineur et je vous accueille dans Sans Compromis, le podcast IMO qui ne met rien sous le tapis. Chasseurs IMO, notaires, sociologues, entrepreneurs, nos experts vous ouvrent les portes de l'immobilier. Ici, pas de blabla, pas de jargon, on vous apporte des réponses claires, des solutions concrètes, que vous soyez propriétaire, futur propriétaire ou simplement intéressé par l'IMO. Alors bienvenue dans Sans Compromis, le podcast qui aborde l'IMO autrement. Bonjour à tous et soyez les bienvenus sur Sans Compromis. Alors je vais commencer par un chiffre, 63%. 63%, c'est le nombre de Français qui pensent que acheter à deux, c'est aussi voire plus engageant que de faire un enfant ou se marier. Et c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. On va troquer les questions des taux ou de prix au mètre carré pour parler d'une vraie question sur le couple. Qu'est-ce que ça veut dire d'acheter à deux quand on est en couple ? Quelles sont les bonnes questions à se poser avant de se lancer et comment aussi bien vivre l'engagement ? Par rapport à cette question, j'ai la chance de recevoir Clémence. Bonjour Clémence. Bonjour, enchantée. Alors Clémence, tu es sexologue clinicienne, spécialiste de ces questions de couple. Et justement, ensemble, on va aborder toutes ces questions-là. Et je voudrais commencer par une question. En fait, c'est vrai que jusqu'à aujourd'hui, on parle beaucoup de l'immobilier égal, donc les questions de finances. En quoi c'est légitime de se poser ces questions sur le couple, quoi ? En quoi c'est vraiment une question de couple aussi, l'achat à deux ? Merci Philippe de m'accueillir sur cette interview. C'est chouette comme sujet. Effectivement, effectivement acheter en couple, c'est quand même un projet commun. Donc, je pense que c'est plus que légitime de se poser cette question ensemble. Peut-être pour commencer, je dirais que l'achat immobilier, c'est souvent vu comme une étape hyper structurante dans le couple. On a tendance à avoir un peu un idéal dans l'imaginaire collectif commun des étapes que le couple doit franchir. D'ailleurs, cet idéal, il a un nom, ça s'appelle un peu l'escalator relationnel. C'est un script un peu collectivement imaginé de un couple. Pour être un couple solide, il doit passer par plusieurs étapes. Donc, il y a la rencontre, ensuite on emménage ensemble, ensuite éventuellement, étape 3, on se marie, étape 4, on achète ensemble. Ou alors, donc c'est le truc qui est limite un peu attendu, ou c'est logique de passer par ces étapes-là. Une sorte d'attente un peu sociale autour de l'achat en commun, bon, si on peut se le permettre évidemment, parce que c'est pas possible pour tout le monde. Et puis éventuellement, il y a le stade de la parentalité. Donc l'achat en couple, il est pensé vraiment comme une étape dans ce script un petit peu de l'idéal romantique. D'accord. Donc le côté c'est aussi engageant qu'un enfant ou le mariage, c'est ça en fait, c'est ce que tu dis, c'est logique. Exactement. C'est donc bien c'est logique de vivre comme ça. Ok. C'est perçu comme un vrai engagement, comme un vrai step à passer. Après, je pense ce qui est important de se dire, c'est que ce n'est pas que romantique en fait d'acheter un appartement, ça implique des vraies considérations pragmatiques et économiques. Et du coup, c'est d'autant plus. C'est par rapport à ta question de est-ce que c'est important d'en parler à deux. Évidemment, c'est essentiel d'avoir des vraies discussions en amont de l'achat d'un appart et même à partir de la signature et tout au long de la vie en commun parce que ça secoue pas mal de choses au sein du couple, l'achat. Et donc, c'est essentiel de le vivre à deux comme une vraie étape, comme un vrai projet. En fait, plus qu'une étape, je dirais que c'est un projet de couple. D'accord. Quand tu dis justement c'est pas romantique, c'est ce que tu appelles romantique, c'est le truc, la vision un peu idéalisée, quoi. Genre, on s'emballe, on est bien ensemble et si on achetait, quoi. Ouais, c'est ça, le fantasme un peu de acheter ensemble, c'est quoi ? C'est se trouver un petit nid douillet, un cocon dans lequel on va élever nos enfants. Effectivement, ça peut être ça. Mais avant que ce soit ça, il y a quand même beaucoup de considérations à prendre en compte et à ne pas oublier dans la communication de couple autour de ce projet d'achat en commun. Ok, donc c'est là déjà pour commencer, on va aborder un peu les questions difficiles à se poser. On est d'accord que c'est pas tout rose. On peut se dire, oui, quand tu te lances là-dedans, tu te lances dans quand même une aventure qui à un moment peut un peu bousculer les choses dans ton couple. Bah oui, c'est pas forcément tout rose. Enfin, en tout cas, pour que ça le soit. Il faut accepter de se confronter aux questions qui fâchent. La première, qui me semble assez évidente, c'est la question de l'argent. Forcément, quand on achète, on va parler de compte commun, on va parler de crédit, on va parler d'apport, on va parler de différence différence de revenus au sein du couple. Et ça peut amener pas mal de stress, pas mal d'insécurité, pas mal d'anxiété pour l'un et l'autre ou pour les deux. Donc il faut accepter de se confronter à cette question de l'argent qui est un des grands tabous. Ça exactement, ça on va parler, ça je veux bien croire, et j'ai aussi vécu personnellement. Je te partagerai peut-être des petites anecdotes perso, tu me diras ce que tu en penses. Donc ce que tu dis c'est attention un peu à cette phase romantique et pas trop se précipiter. Il y a un moment où il faut le faire, où tu as un marqueur qui te dit allez je me sens prêt, c'est le moment d'y aller. Ça marche comment ?
Il faut être prêt. Honnêtement, je là-dedans, pas se précipiter ou. Alors bien sûr, ne pas se précipiter. Je trouve pas qu'il y ait de marqueurs. Enfin, ça me fait penser un peu à la question du mariage. Les gens qui disent ouais, quand tu te maries, tu te sens prêt. En fait, tu le sens comme une évidence, mais en réalité, l'évidence absolue n'existe pas. Le mariage, par exemple, c'est pas juste dire oui un jour, c'est aussi apprendre à se redire oui potentiellement tous les jours de la vie si on a la volonté de rester ensemble. Mais du coup, l'achat en commun, ça implique aussi de se poser les bonnes questions et effectivement de prendre le temps. Il peut y avoir des décisions parfois un peu précipitées dans l'achat d'appart, alors que, comme je le disais juste avant, c'est essentiel de se poser les bonnes questions. Pourquoi est-ce qu'on achète ? Qu'est-ce que ça représente pour nous l'achat ? Qu'est-ce que ça représente pour moi ? Qu'est-ce que ça symbolise ? Qu'est-ce qu'il y a derrière la pierre ? Quelles sont les représentations que ça implique ? C'est quoi mon rapport à l'argent ? Comment est-ce qu'on va investir ensemble ? Est-ce que pour toi, c'est un investissement ou un investissement locatif ou en fait, c'est un cocon d'amour qu'on a envie de créer ? Enfin, il peut y avoir en fait plein de décalages dans la vision autour de l'achat. Il faut en parler. Donc, le côté... genre on se précipite ou tu vois typiquement je me souviens j'ai connu des amis qui peut-être au bout d'un an tu vois un peu dans les étapes dont tu parlais vont très très vite quoi ou limite peut-être grillent des étapes, c'est-à-dire ils commencent à vivre ensemble parce que je pense que tu as le schéma classique autour peut-être des 25-30 ans où chacun a son studio et après on décide d'emménager ensemble potentiellement vu que c'est dans un studio à la base peut-être que c'est un peu petit, tu as envie de voir un peu plus grand et c'est peut-être au bout de 6 mois tu te dis tiens on va acheter à deux et ça, tu l'as déjà vu ou le côté sans trop réfléchir, on y va, ça existe quoi. Ouais, je l'ai déjà vu. Je pense qu'il y a un peu deux cas de figure. Il y a effectivement le côté on achète. Enfin, déjà, je pense que ça dépend un petit peu de l'âge du couple. Enfin, je vois que c'est pas forcément grave de se lancer très vite à partir du moment où la base de communication est là. Ouais. Je pense qu'en fonction de l'âge. C'est-à-dire, plus le couple est âgé, plus il est en mesure d'exprimer ses attentes, ses besoins, ses projets. Et donc, chaque personne est en mesure de concevoir un projet d'achat à deux. Ok, genre vraiment une question de maturité, quoi. Je suis un peu plus posé, j'ai un peu plus de recul. Ouais, je suis un peu posé, je sais ce que je veux. Et du coup, il va y avoir ces discussions qui vont arriver plus tôt dans le couple. Donc ça arrive. Okay. Et c'est pas du tout mal en soi. Enfin, en l'occurrence, ça révèle plutôt une sorte de maturité dans ce que je veux dans la vie, quoi. Après... des décisions un peu impulsives, ça existe. Donc, il y a effectivement la décision impulsive dans le cadre de l'élan, un peu de la passion amoureuse. La passion amoureuse, en général, c'est un peu le stade 1 de la relation où l'autre est perçu comme un être parfait et soi-même, en fait, on gomme un petit peu toutes ses aspérités et donc on est dans un truc idéalisé de l'autre et du couple qu'on est en train de former. Et dans ces moments-là, il y a vraiment... La passion amoureuse, c'est pas juste quelque chose de psychologique, hein, c'est quelque chose qui est tout à fait physiologique, dans le sens où il y a certaines zones cérébrales qui s'activent, comme la zone limbique qui va être responsable qui est un peu le centre de l'affectivité. Il va y avoir toute une production hormonale d'adrénaline, de dopamine qui va activer le système des récompenses, d'ocytocine. Donc il y a tout un jeu et une chimie assez complexe qui se met en place et qui va favoriser l'impulsivité. Donc des décisions comme ça, hyper impulsives, ça existe. D'accord. Donc là, je conseille de ralentir, hein, parce que parfois on peut... genre vraiment s'emballer, c'est le fameux « je m'emballe ». Ouais, c'est je m'emballe avant de me poser les vraies questions. Enfin, en l'occurrence, on peut acheter et derrière se séparer et revendre le bien, mais bon, c'est quand même un plus gros enjeu et une plus grosse logistique. Donc, c'est engageant, c'est vrai que ralentir, c'est quand même important et peut-être d'abord, on peut le faire dans les premiers mois ou dans la première année, mais bon, se poser les bonnes questions en amont, c'est important. Et le deuxième cas de figure que je peux voir, c'est un peu comme une mission, comme une opération sauvetage du couple. Tu vois, des personnes qui sont ensemble peut-être depuis un bout de temps, mais fondamentalement, le couple va pas très bien. Et il y a soudainement ce besoin de se raccrocher à quelque chose qui nous sécurise, mine de rien, même si ça va pas très bien. Donc ça peut passer par une demande en mariage, l'envie de concevoir un enfant ou acheter un appartement. Mais du coup, qui vient pas forcément pour les bonnes raisons. Et là, ça marche assez rarement, quoi. Justement, on va en parler de ces questions-là. Et je me souviens quand on s'était parlé la première fois, on faisait un peu le parallèle entre les préparations au mariage, où là, vraiment, tu es amené, pour certaines personnes, à te poser des vraies questions en amont, pour en être sûr. Et le fait que finalement, pour un achat à deux, on n'a pas ça. On n'a pas ces étapes où des personnes qui t'accompagnent réellement là-dessus ou qui t'aident à te poser les bonnes questions. C'est de ça dont on va parler. Est-ce que tu peux me dire justement... J'imagine qu'il y en a plein, mais peut-être que ça commence par l'argent. Mais c'est quoi, selon toi, en effet, les vraies questions pour ceux qui nous écoutent, des vraies discussions un peu de fond à avoir quand on parle avant de se lancer et après, on verra une fois qu'on se lance, quoi.
Je dirais que la première question, c'est se poser la question de, déjà, soi-même, pourquoi est-ce que je veux acheter ? Ça répond à quelle motivation intrinsèque ? Et qu'est-ce que je recherche au travers de ce projet ? Ah, intéressant, ok. Est-ce que je recherche, en effet, un cocon familial dans lequel, du coup, c'est un projet beaucoup plus durable. Et je me dis que on va peut-être élever nos futurs enfants dans cet appartement. Est-ce que, en fait, finalement, c'est plutôt un investissement locatif ? Parce que du coup, il peut y avoir un peu ces deux visions-là dans l'achat d'un appartement en commun. Donc, déjà, en soi-même, se poser la question de à quel besoin fondamental mais ça, c'est très juste. répond cette envie et à quel besoin fondamental répond cette envie pour l'autre. Et voir si on est aligné déjà là-dessus. Ce qui est vrai, parce que tu vois, là aussi, je te donne un exemple, mais le nombre de couples que j'ai entendus. Parce qu'en soi, une banque, ne serait-ce que pour des questions de finances, d'apport, de revenus et tout, elle va prêter plus facilement de l'argent à un couple, quoi. Et même parfois, tu es dans des situations où le banquier va te dire vous aurez plus intérêt à être à deux ou à venir avec un deuxième apport ou des deuxièmes revenus si vous voulez pouvoir vous payer ce bien-là. Et c'est là, en effet, où tu te retrouves à avoir d'autres niveaux de considération sur le achetons à deux parce que c'est mieux parce qu'on pourra se payer plus grand, quoi. Ouais. Et ça, c'est validé, je suis d'accord. Et il y a aussi dans la question de la vision, c'est en fait, où est-ce qu'on veut vivre ? Enfin, potentiellement, les deux n'ont pas envie de vivre au même endroit. Et du coup, où est-ce qu'on se projette ? Enfin, donc, déjà, se poser un peu ces questions-là ça répond à quel besoin, c'est quoi mon projet personnel, c'est quoi notre projet de couple et est-ce qu'on peut arriver à un compromis si potentiellement on a des décalages de vision. Et après, la deuxième question essentielle, c'est l'argent. Et parler d'argent, c'est d'abord c'est parler chiffres, mais c'est aussi parler de tout ce qu'il y a derrière. Les représentations autour de l'argent, nos héritages émotionnels autour de l'argent, nos peurs, l'anxiété que ça peut potentiellement susciter vraiment notre rapport à l'argent. Parce que dans un achat, il est très rare qu'un couple gagne exactement les mêmes revenus. Donc, il n'y aura pas forcément les mêmes apports, il n'y aura pas forcément les mêmes crédits. Et donc, du coup, comment on fait pour que ce soit juste et qu'il n'y en ait pas un des deux qui se fasse léser aussi dans l'achat Et j'imagine qu'il ne doit pas y avoir de tabou dans un couple sur l'argent. C'est le moment où tu te dis... l'héritage que j'ai, ce que j'ai sur mon compte commun, pardon, et ce genre de choses, on se dit tout, ou j'ai le droit d'avoir quand même un petit peu mon truc à moi, genre ouais non mais j'ai l'apport mais je te dis pas d'où il vient, ou il devrait pas y avoir de tabou, en fait, mais clairement l'argent c'est le tabou, un des tabous les plus tenaces dans le couple. C'est vrai, okay. Alors que c'est hyper structurant en réalité. Les gens se disent c'est un peu mon truc à moi, je veux pas que tu rentres dans mes comptes, ou les gens le disent pas, les gens le conscientisent pas autant, mais par contre les gens ne parlent jamais spontanément d'argent en consultation. Et en fait, il faut creuser. Le sujet vient souvent au bout de la 2e, 3e, 4e consulte. Tu vois, à partir du moment où il y a une alliance thérapeutique un peu qui s'est créée et que, en fait, je comprends qu'il y a quand même une tension fondamentale qui s'est cristallisée un peu autour du rapport à l'argent. Mais du coup, les gens n'en parlent pas spontanément. Il y a un tabou sur l'argent en France. Beaucoup de femmes ont un énorme tabou sur l'argent dans la manière dont on est socialisé. Une femme, on attend qu'elle soit généreuse, altruiste et qu'elle parle pas d'argent. En fait, il y a quand même... Et d'ailleurs, il y a une sociologue qui est passionnante qui s'appelle Titiou Lecoq qui parle beaucoup du couple et de l'argent. Oui, elle a écrit le livre Le couple et l'argent. Et d'ailleurs, elle a créé un podcast qui s'appelle Rends l'argent qui est hyper intéressant sur comment ces dynamiques d'argent structurent un peu les dynamiques de couple et comment des inégalités se creusent au sein des couples par rapport au sein des couples hétérosexuels notamment autour du sujet de l'argent. Mais globalement, je pense qu'il faut retenir, c'est que l'infidélité financière, ça existe. Vas-y, ça veut dire quoi, ça, l'infidélité financière ? L'infidélité financière, c'est par exemple cacher ses revenus, dissimuler des dettes, dissimuler des achats des gros achats, prendre en secret dans le compte commun, Ça, il y a une étude qui est sortie aux États-Unis en 2022 et qui montre qu'un couple sur 3 a déjà expérimenté une infidélité financière. Et en fait, dans 9 cas sur 10, cette infidélité financière, elle est pas avouée, elle est découverte. Et donc ça peut avoir un gros impact. Parce que le point de départ, c'est je veux pas que tu saches que je fais de mon argent, de notre argent. Je te parle pas d'un compte que j'ai ouvert ou d'un héritage que j'ai parce qu'il y a plein de trucs, il y a plein de choses qui sont en jeu. C'est je sais pas, peut-être une méfiance fondamentale, un besoin de se garder un petit matelas de sécurité et de surtout pas en parler. Après, il y a sûrement des histoires qui se jouent derrière ça. C'est pas forcément de la malveillance, mais par contre,
Par contre, quand il y a une infidélité financière et qu'elle est découverte, ça peut vraiment briser un lien de confiance. Donc, je pense que oui, l'achat, en tout cas, s'il est bien géré, ça peut être ça aussi. Ça peut être une très belle opportunité pour apprendre à parler d'argent. Voilà, exactement. Ouais, et accepter de se confronter à ce sujet-là qui peut être lourd de plein de choses, en fait, pour chacun. Mais si on n'arrive pas à parler d'argent au moment de l'achat d'appartement... Oui, ça risque d'être compliqué pour la suite. Ça risque d'être compliqué pour la suite parce qu'à partir du moment où il y a une signature, il y a des crédits à rembourser tous les mois. Ah oui, t'es engagé à deux, c'est sûr. T'es engagé à deux. Il y a dans les couples hétérosexuels, souvent, celui qui gagne plus, c'est l'homme et la personne qui gagne moins, c'est la femme. Et des cas où le gros de l'achat a été fait par l'homme du couple. Et donc, du coup, en gros, c'est l'homme qui est propriétaire. Exactement, qui a le capital. Qui a le capital et la femme compense sur les charges du quotidien. Et s'il y a une séparation, l'homme il aura le capital et la femme elle repart avec ses pots de yaourt, quoi. Mais donc du coup, ça peut créer des rancœurs, ça peut créer aussi du ressentiment. Donc en fait, si effectivement il y a un vrai décalage de revenus, tout ça il faut en parler en amont. Et il y a quelque chose que tu recommandes ou un peu dans ta vision, c'est par définition le couple, il y a l'équilibre ou de l'équité, donc c'est 50-50 ou accepter en fait une différence de revenus, il faut l'accepter, ça fait partie des discussions, est-ce qu'on assume? Je pense qu'il faut clairement accepter qu'il y ait une différence de revenus. Il faut accepter que... C'est rare en fait qu'il y ait les mêmes revenus dans un couple. Après, qui dit accepter, dit du coup... la question, c'est pas est-ce qu'on gagne pareil, c'est comment est-ce qu'on rend ça juste entre nous. Et le 50-50, c'est souvent pas très juste parce que du coup, la personne qui gagne moins de revenus, elle perd encore plus de capital ou elle peut mettre beaucoup moins de côté. Elle peut moins épargner. Donc en fait, c'est plutôt, au lieu de faire 50-50, c'est mettre à plat combien est-ce qu'on gagne, quels sont nos héritages respectifs, nos apports, nos dettes, nos crédits, machin. Et mettre ça vraiment sur un fichier Excel, ça paraît pas très romantique. Ce que j'allais dire, c'est pas très romantique à un moment de... Alors tu disais qu'il fallait un peu quitter cette phase de la passion avant de se lancer là-dedans, mais là en fait tu rationalises vachement les choses, tu mets tout à plat quoi, sur... Cette phase de rationalisation, elle est importante. C'est tout mettre à plat pour effectivement éviter des déconvenus et s'assurer que si on achète, on le fait, c'est un engagement qui est encadré par quelque chose qui nous met à l'aise l'un et l'autre. Qu'il n'y ait pas de frustration derrière. Qu'il n'y ait pas de frustration derrière qui se développe. C'est pas parce qu'on parle d'argent qu'on ne s'aime pas, au contraire, c'est parce qu'on s'aime qu'on est capable de parler d'argent, tu vois. Mais tu parlais justement de compromis, là pour sortir un petit peu des sujets d'argent. Tu l'as aussi, le truc classique de moi j'ai envie d'habiter à la campagne, moi j'ai envie d'habiter en ville, près des transports. Ah non, mais toi, moi je travaille là-bas, toi tu travailles ici, comment est-ce qu'on va faire pour. C'est quoi cette histoire? J'imagine que de toute façon la vie n'est qu'une question. C'est très bateau ce que je dis, mais c'est qu'une question de compromis, quoi. C'est ça, c'est un moment. Avoir les bonnes discussions aussi, parce que ça tend ça, de se dire. En fait, on vit là, mais c'est parce que c'est près de ton travail, on est d'accord. Moi, t'as vu, tu te rends compte où est-ce que ça m'embarque. Moi, j'ai une heure de transport pour y aller. Ça aussi, tu l'as plein de fois, ces discussions. Tu parles de toi, là? Je parle complètement. C'est ce que je te disais avant. Exactement, t'as tout compris. Et tu vois, non, mais c'est vrai. Et les compromis qu'on a trouvés de notre côté, ça a été de se dire, bon, écoute, pendant X années, on va aller là, parce que ça t'arrange par rapport à ton travail. Et peut-être que plus tard, ce sera dans l'autre sens qu'on fera les compromis. Et plutôt que de se dire, on va vivre au milieu de nos travails et tout, il y a un moment, on dit, écoute, cette fois, ce sera pour toi. Tu vois, j'ai aussi des amis à d'autres niveaux qui... l'un a sa famille à Aix-en-Provence, l'autre a sa famille dans le nord de la France, peut-être que là on va vivre près de ma famille et plus tard on vivra près de ta famille. C'est ce genre de compromis, c'est ça. Plutôt que de se dire allez on va vivre au milieu de la France et ce sera galère pour tous les deux. Oui, c'est clair. Et puis je pense aussi sur la question de où vivre, il y a d'autres questions sous-jacentes en fait. Effectivement, c'est est-ce que c'est vraiment juste une question de vivre à la campagne ou vivre en ville? Mais c'est pas que ça, c'est aussi ça m'apporte quoi moi de vivre à la campagne? De quoi j'ai besoin? On en revient un peu à cette question de besoins fondamentaux. Est-ce que en fait je suis quelqu'un qui ait besoin de vivre proche de la forêt pour aller me balader tous les week-ends parce que c'est essentiel à ma santé mentale? Je dis n'importe quoi, mais ou est-ce que j'ai besoin de vivre en ville parce que en fait c'est là où il y a ma famille, c'est là où il y a tous mes amis et moi j'ai besoin de cette vie sociale pour me sentir vivante. Mais du coup, quand il y a ces questions-là de divergence fondamentale, je pense que c'est intéressant de se poser et de se dire, OK, en fait, qu'est-ce que tu cherches, toi, précisément, derrière le fait de vivre à la campagne ou derrière le fait de vivre en ville? Qu'est-ce que ça t'apporte? Et donc, en fait, là où c'est intéressant, c'est que... Tu m'aurais bien aidé. C'est que, non, mais du coup, la question de l'achat d'appart, elle est intéressante parce qu'elle permet d'avoir des vraies discussions sur des besoins de vie beaucoup plus existentiels
que juste un 100 mètres carrés en banlieue ou un 50 mètres carrés ou je sais pas, un 50 mètres carrés en ville. Tu vois. Enfin, Mais ça doit pas remettre en question le couple. C'est-à-dire qu'à un moment, non. j'imagine que dans un couple, si moi j'aime beaucoup la forêt et toi tu aimes bien l'énergie de la ville, on accepte. Je veux dire, ça fait pas genre dans ce cas-là, on n'a rien à faire ensemble. Ouais, et non, ça peut être ce que ça, tu dis. C'est par exemple, là, on se dit que dans les 4 prochaines années, on va rester en ville parce que, je sais pas, c'est cohérent avec notre moment de vie. Mais par contre, peut-être que dans 4 ans, on a envie d'avoir des enfants et on préfère les élever à la campagne. Donc, on peut faire ça, ou on peut se dire, on achète par exemple en ville, mais on se dit qu'on passe 1 semaine par mois à la campagne. Et on signe un peu pour ça, quoi. Là, il y a un compromis. Voilà, j'accepte pour toi de vivre en ville, mais par contre, moi, tu sais à quel point j'adore aller marcher en forêt. Donc, on se fait la promesse d'aller marcher un week-end par mois en forêt. Enfin, tu vois. Ouais, non, mais je comprends. En tout cas, c'est ces histoires de... Ouais, ce que j'ai appelé un peu du compromis. Mais pour ceux, justement, qui vont se lancer dans un achat à 2, n'attendez pas non plus, en tout cas, accepter qu'il y ait des divergences, quoi. Ce que je veux dire, c'est que... les divergences, elles seront toujours là. Oui, voilà, dans cette vision idéalisée aussi du couple, genre, ça tombe trop bien, on a envie d'aller vivre dans le même cocon, on a eu le même coup de cœur pour le même bien, et on a la même vision des travaux, et on veut le même rose dans la chambre. Non, en fait, ça n'existe pas, et c'est pas dramatique. Les divergences seront toujours là. Je pense que l'essentiel, c'est d'accepter de se confronter à ces divergences, parce qu'elles sont un vivier énorme de connaissances de soi et de l'autre. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, vas-y. C'est-à-dire faut créer un peu ce conflit. En fait, pas nécessairement, mais il y aura des divergences, il y aura des conflits, il y aura des visions différentes. Mais du coup, plutôt que de fuir ces divergences ou de les ignorer ou de vouloir imposer absolument sa volonté sur l'autre, se saisir de cette opportunité de divergence pour se dire, ok, en fait, toi, dans ce que tu veux, c'est quoi l'intention derrière pour toi ? Ça raconte quoi c'est quoi ton histoire en fait par rapport à ce besoin de vivre en ville ? Pourquoi est-ce que ça te sécurise autant ? Est-ce que c'est parce que ce que tu dis là, c'est vraiment les questions qu'il faut se poser, quoi. C'est vraiment dire à son partenaire pourquoi en fait. Qu'est-ce que ça fait pourquoi ? Qu'est-ce que ça t'apporte ? Pour vraiment être dans une optique de curiosité vis-à-vis de l'autre. Au travers de ce projet d'achat, en fait, on peut beaucoup plus se découvrir. Et beaucoup mieux se connaître et beaucoup mieux comprendre quelles sont les insécurités de l'un, les insécurités de l'autre, les besoins de l'un, les besoins de l'autre. Ok, ça c'est quand je te disais j'aurais bien voulu te rencontrer avant, je pense qu'en effet ça m'aurait bien aidé. En tout cas pour éviter la frustration comme tu dis de toute façon on est allé là parce que c'est toi qui le voulais et puis basta, quoi. Ok, je comprends. On a parlé donc dans les grandes questions, on se disait cette notion d'argent donc qui était fondamentale. Bien s'aligner justement sur les divergences de chacun et provoquer ces discussions sur pourquoi est-ce que tu as besoin d'aller dans tel endroit ou d'avoir tel ou tel type de bien. La notion de l'intimité, j'ai aussi l'impression que c'est quelque chose d'important quand on décide d'emménager à 2, qui peut même un peu dessiner quel type de bien tu vas vouloir acheter. Ça, tu en parlais, je trouvais ça intéressant. Si tu pouvais un peu développer ce sujet. Par intimité, t'entends sexualité aussi ? Ouais, exactement, voilà. Et son espace à soi, ces notions-là. Ouais, c'est un sujet intéressant. Enfin, je reçois beaucoup de couples qui viennent par exemple pour des décalages de désir ou pour des inhibitions que l'un ressent, que l'autre ne ressent pas nécessairement. Mais du coup, quand on creuse un peu dans l'histoire de l'inhibition d'un désir ou d'une perte de désir ou de libido, on se rend compte que parfois, il y a un emménagement. En fait, quand je demande depuis quand est-ce que vous sentez que votre désir s'étiole, je sais pas, ça remonte à il y a 3 ans. Il y a 3 ans, il s'est passé quoi ? En fait, on a emménagé ensemble, ou on a acheté ensemble. Et donc, évidemment, un achat d'appartement implique assez souvent un emménagement ensemble, même si c'est pas forcément, c'est pas forcément toujours le cas. Mais globalement, ce qu'on observe, c'est que si les personnes achètent ensemble, c'est pour derrière vivre ensemble. Si elles ne sont pas déjà commencées à vivre ensemble au travers d'une location, mais du coup, le vivre ensemble, la cohabitation amène son lot de changements de dynamique assez inéluctablement. Enfin, quand on vit ensemble dans le même espace, il y a des routines qui s'installent. On peut avoir parfois tendance à vivre un peu l'un sur l'autre, donc notamment si on est dans un petit espace. Et il y a des personnes pour qui le désir est notamment motivé par... Enfin, il y a des personnes pour qui le désir a plus de peine à émerger s'il n'y a pas un espace intime à soi. C'est pas le cas pour tout le monde, hein. Il y a des personnes qui vont... Le désir de chacun est très subjectif, très fluctuant, mais globalement, ça correspond un peu à la thèse d'une thérapeute de couple que j'aime beaucoup, qui s'appelle Esther Perel. Esther Perel, en gros, sa thèse, c'est de dire on a 2 besoins fondamentaux en tant qu'être humain. On a un besoin de sécurité
et on a un besoin de renouveau, d'aventure. Et potentiellement, l'achat d'appartement, ça vient nourrir ce besoin de sécurité profonde. Je me sens tellement en sécurité avec toi que je vais acheter avec toi. Ouais. La sécurité, c'est aussi alimenté par les routines qui s'installent entre nous. Enfin, en fait, plus on s'installe dans son couple et on s'installe dans potentiellement un achat d'appartement, plus on se sécurise et on sent que entre guillemets, notre couple est acquis et donc ça nous sécurise. Néanmoins, plus le couple se sécurise, plus ça peut, du coup, la sécurité prend le pas sur ce besoin de renouveau, de mouvement, de surprise, d'inattendu. Et pour beaucoup de personnes, le désir, enfin l'érotisme vient aussi de cette capacité à continuer à nourrir, outre la sécurité, mais de nourrir aussi l'inattendu, le mouvement, le changement. Et donc, l'espace de vie fait que parfois, l'espace érotique dont le désir a besoin pour émerger s'étiole un petit peu, se referme en fait. C'est intéressant ça. Mais quand tu parles de l'espace de vie, c'est quoi concrètement? C'est avoir sa pièce à soi, avoir une chambre à soi, une chambre assez grande pour... Qu'est-ce que je dois rechercher? Tu vois ce que je veux dire? J'imagine en effet, je pense qu'on a aussi tous la vision quand tu en parlais un petit peu, cette phase de passion au début... là, je vais pas arrêter de parler de moi en fait. Non, au début, tu vois, je me souviens aussi très bien mes premières histoires de couple, mais dans un 15 mètres carrés à deux, tu peux vivre 1 an, 2 ans, 3 ans dans une phase complètement passionnelle et tout va bien parce que tu passes tes journées entières sur le canapé avec la personne et tu as plein de choses à te dire. Et au bout d'un moment, tu te dis, non, en fait, je suis bien content d'avoir ma chambre, mon espace, mon bureau. Et tu vas jusqu'à des couples où je dis, chacun sa chambre et c'est bien, quoi. Donc, je pense que concrètement, il faut aller chercher cet espace à soi. Concrètement, il n'y a pas un modèle. Il faut aller chercher son modèle surtout. Mais pour certaines personnes, trouver son espace, ça peut être juste se dire que dans la semaine, il y a des soirées qui sont dédiées à moi. Et donc, je vais aller voir ma famille, mes amis, ou alors je vais profiter que l'autre soit parti boire des coups ou dîner avec des amis pour me retrouver en solo et avoir vraiment ma petite soirée à moi. Enfin, je veux dire, trouver de l'espace, c'est pas forcément un espace tangible, physique, matériel, physique. D'accord, ok, je comprends. Mais en effet, pour certaines personnes, ça implique un espace tangible, matériel, physique. Et là où je te rejoins un petit peu sur l'espace un peu de liberté dans tes soirées et tout, on a aussi le sentiment qu'à partir du moment où tu achètes à deux, comment dirais-je, en effet, tu construis quelque chose de très fort à deux. Limite, c'est notre achat à deux, c'est notre cocon. C'est la fusion, quoi. Donc, on doit être ensemble. Donc, je ne comprendrais pas que tu sortes un peu plus et tout. C'est notre truc à deux. Donc, on va recevoir les amis ensemble, on va recevoir notre famille ensemble et tout. Et en effet, j'imagine que tu as le mouvement assez classique de se dire, c'est notre chez nous à deux, donc on est ensemble, quoi. Versus... en tout cas, ça apporte une forme de fusion dans le couple. Et la fusion n'est pas propice nécessairement à l'émergence du désir. Même assez souvent... ça a plutôt l'effet inverse, quoi. Okay. Même si ça apporte de la sécurité, probablement, et ça vient apaiser certaines peurs profondes de se sentir abandonné ou d'être séparé de l'autre, etc. Enfin, ça vient clairement d'un point de vue purement un peu psychanalytique. La fusion, ça apporte de la sécurité, mais ça répond pas forcément aux besoins en matière de désir. Et du coup, l'espace, ça peut être un espace très tangible et très physique, comme un espace plus... philosophique ou... Ouais, bien sûr. Non, mais... Donc, par rapport à, justement, tu sais, vu qu'on était en train de se dire c'est quoi les bonnes questions à se poser pour ceux qui ont envie de faire un peu cette préparation, par rapport à ces notions d'intimité, est-ce que là, tu pourrais dire de manière concrète, allez, posez-vous ces 2-3 questions-là sur cette notion d'intimité pour voir si vous êtes prêts ou si... quel genre de sujet il faut aborder à deux, tu vois ce que je veux dire? Autant l'argent, c'est très, très clair, les questions à se poser. Ouais. Là, c'est quoi? Est-ce qu'on est d'accord que si on achète à deux, on pourra un peu chacun sortir de notre côté, ou est-ce que c'est... Oui, la question à se poser, c'est quelle est l'importance pour moi de l'espace, de l'espace physique? Est-ce que j'ai effectivement besoin de me mouvoir? Là, c'est des considérations économiques. Il faut avoir de l'argent, mais est-ce que j'ai besoin d'avoir un espace physique dans lequel je sens que je me sens libre d'explorer? Imaginons, je sais pas, je travaille ou je suis artiste, j'ai besoin de pouvoir m'étaler. Enfin, vraiment, il y a des personnes qui ont besoin d'espace physique. Ou est-ce que de quel type d'espace j'ai besoin pour continuer à alimenter et cultiver cette individualité au sein de mon couple et faire en sorte que ça ne vienne pas nuire au désir. Donc, c'est sur la question du désir. Ouais. Je pense qu'une autre question à se poser, c'est... En fait, parfois, l'achat d'appartement peut
enfin, dans le contexte où il n'y a pas une très bonne communication dans le couple. Par exemple, à la base, il peut y avoir des couples où, par exemple, une des deux personnes ou les deux personnes sont très anticonflictuelles et n'osent pas trop parler des choses qui fâchent. Peut-être par peur de perdre l'autre, par peur du conflit, un peu une peur fondamentale du conflit. Sauf qu'à partir du moment où il y a un achat d'appart, en fait, il y a encore un autre enjeu, quand même beaucoup plus gros, de si on se sépare, qu'est-ce qui se passe ? C'est pas juste on se sépare et c'est pas juste la rupture d'un lien affectif, c'est aussi la rupture d'un lien physique, matériel, financier. Qui a plein de conséquences, en effet. Qui a plein de conséquences. Et donc, je dirais qu'une autre question à se poser, c'est est-ce qu'on est capable de vraiment se parler de tout ? Et si a priori la réponse est rarement oui, on a tous des tabous. Là, tu te mets à l'aise déjà, en effet. Voilà, non, mais peut-être se poser déjà avec soi-même, ok, c'est quoi les grandes questions que j'ai du mal à aborder avec la personne avec qui je partage ma vie ? Est-ce que c'est notre sexualité ? Est-ce que c'est mon besoin d'espace ? Est-ce que c'est la thune ? C'est quoi mes grands tabous à moi ? Je me pose un peu là-dessus et peut-être qu'on pourrait se faire un date en amoureux et lire se mettre ça sur la table et après se dire ok, on va se faire une soirée argent, une soirée sexualité et se mettre vraiment des dates à thématique, quoi. C'est génial ça. Mais c'est une super idée ça. Et tout ça en effet en préparation, en tout cas se dire que si on s'apprête à acheter à deux, voilà dans tous les cas le genre de questions il faudra un moment se poser où vous vivrez, quoi. N'attendez pas que ce soit trop tard, en effet, pour commencer à parler de... En fait, la vérité, c'est que j'avais besoin de mon espace à moi, ou je suis frustré parce que tu rembourses plus que moi ou moins que moi. C'est vraiment, faites-le bien en amont. Hein, je comprends très bien. Et tu vois, il y a aussi un peu une question d'engagement, je trouve, parce que, juste que tu saches, quand on emprunte, aujourd'hui, la durée moyenne d'un emprunt, c'est 22 ans. Quand tu vois aussi le nombre de divorces, quand tu vois, j'imagine, la durée d'un couple, ce que tu connais très bien, on est bien en deçà des 22 ans. En tout cas, je pense des couples qui sont capables de se dire, mais évidemment, je me projette sur 22 ans. C'est compliqué. Et même d'un point de vue purement, là aussi, économique, ce qu'on dit souvent, c'est que ça devient intéressant d'acheter si tu te projettes donc dans un projet de vie à minimum à 7-8 ans. Est-ce que c'est une discussion à avoir, tu vois ce que je veux dire ? J'imagine que c'est impossible de se dire est-ce qu'on sera encore ensemble dans 7-8 ans, mais est-ce qu'il y a un moment, ce côté, t'es obligé, j'imagine, d'avoir ce côté, bon, on est bien d'accord, indépendamment de l'enfant, du mariage ou autre, dans 7 ans, on sera ensemble ? Comment ça marche ? À la fois, tu peux pas dire oui, mais en même temps, c'est un peu risqué de se lancer si t'es même pas sûr d'être avec la personne à moyen terme. Comme tu dis, personne n'est sûr de rester avec la personne à moyen terme. Donc en fait, la seule solution, c'est d'anticiper ce cas-là. C'est pas très glamour, encore une fois, mais c'est comme faire son testament, quoi. Entre guillemets, je veux dire que la mort, pour le coup, c'est vraiment un gros tabou. Et donc, peu de personnes avant leurs 60 ans rédigent leur testament. Là, c'est pas trop le sujet, mais ce que je veux dire, c'est accepter que c'est une éventualité. On se sépare. Oui, d'accord. Et du coup, anticiper qu'est-ce qui se passe en cas de séparation. En tout cas, voilà, ce que je trouve en effet intéressant, c'est pour ceux qui veulent acheter. Donc, toi, ce que tu dis, c'est... Il y a une éventualité. En tout cas, parlez-en comme n'importe quelle éventualité de vie. Je trouve ça aussi intéressant d'un point de vue économique que les gens se renseignent un petit peu sur ce que ça veut dire, en effet, potentiellement d'acheter et de devoir se séparer au bout de quelques mois ou quelques années sur ces histoires de rachat de choules. Bon, ça, c'est plus pour les couples mariés ou pacsés, mais... Et là, heureusement qu'il y a Préto. Et voilà, merci pour l'information de la pub mutuelle. Et si on s'engueule avant, voilà, ça, en effet, c'est clairement pas dramatique, quoi. Je pense que quand on emménage ensemble, il y a aussi des rôles qui se figent. J'observe, par exemple, des couples donc des couples hétérosexuels où la femme devient un peu la gestionnaire du foyer. Et de la vie de couple. Okay. Et où du coup et où l'homme, après ça peut être aussi l'inverse, hein, mais là je te fais un peu un truc stéréotypé, mais c'est vrai qu'il y a quand même une tendance. Donc il y a d'un côté la manager et de l'autre côté l'autre qui a une position plus de se laisser aller. D'accord, ou il délègue un peu ou non, mais qui est moins dans les décisions. C'est la personne à qui il y a la manager qui va déléguer à l'autre. Et du coup, ça, c'est des rôles qui ont tendance à s'ancrer. Bon, ça peut être l'inverse aussi, hein, mais du coup, ça vient aussi impacter sur l'érotisme. En tant que, c'est difficile
je sais pas, de désirer la personne qui va un peu chapeauter tout, Ouais. et un peu comme finalement ça crée presque des rôles un peu de parents-enfants, quoi. Ouais. Il y a le parent qui va gérer le foyer et l'enfant qui va un peu pas en foutre une, quoi. Ouais, je vois très bien. Ok. Et donc ça peut avoir des impacts sur le désir aussi. Et ça, il faut un petit peu en discuter en amont des rôles naturels. Je vois très bien ce que tu dis, hein, tu vois, même sur Bah, le côté. Il y en a un qui va faire les comptes, Ouais. Oui, c'est ça. donc qui rentre en effet sur la mécanique très rationnelle du couple. Tu dois tant, ou on a dépensé tant ce mois-ci, ce genre de choses. Parce qu'une fois que tu achètes, en effet, il faut que tu commences aussi à faire attention à tes sous, à tes dépenses. Il faut les définir en amont, ces rôles, ou ça se fait assez naturellement, ou il faut changer Bah non, mais justement, c'est pas des rôles qui sont très sains. D'accord, ouais. Enfin, le fait que des rôles s'installent dans le couple, il y a des jeux de rôle en permanence qui s'installent, et le problème, c'est le côté fixation, quoi. Quand on commence à se figer dans des rôles. Ouais, non, mais je vois. Ou Mais voilà, ouais. tu peux en tout cas découvrir, je pense à autre chose, je sais pas si c'est exactement pareil, mais un peu une facette de toi-même. Je vais toujours parler de moi, j'en profite. Ah, mais tu vois, euh, quand j'avais emménagé la première fois, c'était à la suite aussi de. Donc on achète. Il y a des gros travaux parce que c'était un bien où il y avait pas mal de choses à refaire. Donc on emménage dans un appartement complètement nickel, on a refait la peinture. Et moi, je me suis retrouvé à devenir la personne très maniaque du couple. Tu vois ce que je veux dire, en mode, mais on te rend compte, on vient de dépenser tant pour le bien. Et j'étais le mec ultra fric, ultra dans le contrôle ah, attention, on enlève bien les chaussures, attends, on vient de refaire le parquet. C'était terrible, quoi. C'est-à-dire, je perdais complètement l'image que j'avais initialement. Et ce qu'elle voyait en moi, c'était devenu, c'est le mec maniaque qui Ouais, m'empêche de vivre dans la ouais. maison, et peut-être pas idéal, quoi. Donc, Bah, c'est oui, c'est un bon exemple. Ouais. Donc, Et mais du coup, en fait, qu'est-ce que j'aurais dû faire non, mais bah déjà, en effet, poser à plat. Enfin, du coup, en fait, on se voit souvent pas jouer son propre rôle. On voit plutôt le rôle de l'autre. Ouais. Donc se poser et se dire, ok, c'est quoi les rôles là qui se jouent entre nous. Voilà, moi, l'image que j'ai de toi, là, que tu me renvoies depuis X mois à être hyper contrôlant, et à l'inverse, l'autre qui peut dire, bah moi, en Oui, fait, tu me exactement, renvoies exactement, l'image tu fous le bordel, de foutre ton bordel. exactement, t'as raison, bien sûr. Donc, Ouais. donc déjà, poser ça un peu à plat, en essayant de mettre un peu son ego de côté, et se poser la question de pourquoi, en fait, c'est quoi mon besoin. En fait, on en revient toujours à la même question. Ouais. Hein, c'est mon comportement, c'est quelque chose d'un peu inconscient, mais qui traduit en fait un besoin plus profond de. Bah, en fait, c'est la première fois. Bon, je repars de ton exemple, hein, mais potentiellement, toi, c'était la première fois que tu achetais. Peut-être que tu avais toujours rêvé d'avoir ton espace à toi, Ouais, bien sûr, ouais. ton intimité, ton petit cocon que tu allais investir à ta manière, ta déco, etc. Et un sentiment vraiment d'identité profonde, tu vois, et donc ça, c'est aussi l'occasion d'en parler. Du coup, qu'est-ce que cet appartement représente pour moi et pourquoi c'est important pour moi, pour ma santé mentale d'accord, aussi, je vois. qu'on mette en place quelques règles. Mais par contre, du coup, toi, raconte-moi, ça fait quoi ces règles que je mets, qu'est-ce qu'elles créent en toi, qu'est-ce qu'elles engendrent? Tu te sens quoi? Bah, je me sens peut-être un peu oppressée, un peu contrôlée. J'ai l'impression de ne pas pouvoir me mouvoir dans cet appart qui m'appartient aussi par ailleurs. Enfin, Exactement. donc du coup, comment est-ce qu'on peut trouver un équilibre et un compromis pour que on se sente tous les deux sereins, tous les deux chez soi, sereins. Est-ce qu'il y a des règles qui sont entre guillemets non négociables pour l'un, mais qui peuvent être aussi négociables, d'autres qui peuvent être négociables, et voilà. Enfin, du coup, Ouais, c'est je comprends toujours un peu la même exactement. réponse, quoi. En tout cas, se dire que C'est d'en parler. à partir du moment où au-delà d'emménager, Ouais. t'emménages dans un appartement en effet qui nous appartient à tous les deux. Ouais. En effet, tu as cette phase peut-être qui doit durer 1 an, 2 ans, bref, je sais pas, mais un peu de rodage où on apprend à se redécouvrir différemment. Et toi, ce que tu dis, Ah c'est oui, il y a une grande posez-vous phase les questions. d'ajustement, Exactement, c'est ça, ouais, d'ajustement. et de Ok, ouais. rodage. Ouais, exactement. S'ajuster à l'autre plutôt que s'adapter à l'autre. Et donc, c'est être en fait, c'est un peu être dans la suradaptation. C'est je m'oublie Oui, ok. au profit des Ok, bah, je vais règles faire de comme l'autre. tu veux, et puis Voilà. ouais, je vois. S'ajuster à l'autre, c'est on trouve un ajustement. Donc, il y a la question de la justesse. Qu'est-ce qui est juste pour l'un et pour l'autre? Ok. Et tu vois, il y a du coup le rapport de force, il est soudainement beaucoup plus équitable. Parfait. Merci beaucoup, Clémence. Merci je vais à te poser toi, maintenant Philippe. quelques questions. Tu me réponds par vrai ou par faux. On pourra prendre le temps Ok. d'étayer un petit peu, mais tu me réponds du tac au tac. Et au moins, ça nous aidera. J'ai un buzzer ou pas? Alors, tu verras, c'est des affirmations. Tu me dis si tu es d'accord ou pas d'accord. Ok. Ok. Il suffit d'être amoureux pour signer à 2 chez le notaire. Faux. Un couple qui se dispute déjà pour le canapé ne doit pas acheter. Faux. Acheter ensemble peut tuer la libido. Ça peut, mais
Est-ce que c'est le problème, c'est acheter ensemble ou c'est juste Ou est-ce que ça peut... Non, mais ça peut. peu Exactement. Bon, vrai. Mais... Ça n'avait pas vrai, facile aussi. mais à nuancer. Exactement, ok. Acheter ensemble au bout d'un an de relation, c'est un échec assuré. Faux. Les toilettes dans la salle de bain, c'est un tue l'amour. Faux. Ah ouais? Non, c'est vrai. Attends, on a eu le débat justement avec les gens avec qui on a préparé l'épisode. On se disait, mais là aussi, un peu dans les espaces d'intimité. Tu sais, dans des plus petits biens, tu as parfois les toilettes qui sont juste à côté de la chambre et ce genre de choses. Et tu dis, ah là, j'ai du mal à trouver mon intimité, comment ça marche? Soit tu te dis, en fait, non, mais c'est aller aux toilettes. C'est super naturel. Littéralement un besoin humain, quoi. Enfin, Ouais, ok, d'accord. donc, non, mais après on n'a pas tous la même aisance avec ce sujet-là. Donc, en effet, ça peut être un sujet. Mhm. Et s'il y a vraiment toute cette pudeur, bah, ça peut être un sujet de Ou même acheter une des. discussion, de se Une dire. discussion, ouais. exactement. Moi, j'ai besoin que les toilettes soient en dehors de la salle de bain pour que ce soit un vrai espace d'intimité, qu'il n'y ait pas de. Mais bon, il peut aussi y avoir des couples où c'est pas un sujet et Ok. libre à eux. Très bien. Celui-ci, pas mal aussi. Faire chambre à part sauve le couple. Faux, mais à nuancer. Mhm. Tu veux que je changée. nuance En tout cas, j'ai l'impression, là encore pour discuter autour de moi, après peut-être sur des âges un peu plus avancés et tout, mais vraiment, ça se conçoit d'avoir chacun sa chambre, alors qu'une génération dessus, tu as l'impression que c'était la fin du couple, quoi. C'est-à-dire que c'est Ouais. chambre à part, ben, c'est fini. Enfin, vous Non, êtes mais ensemble. faire chambre à part peut être une solution, en effet, par rapport à cette question d'espace. Et ça s'entend complètement qu'il y ait des personnes qui aient besoin de dormir seules ou de pas vivre l'un avec l'autre. Mhm. Ça, c'est des nouveaux modèles et Ouais. c'est assez chouette de pouvoir s'écouter et concevoir ensemble un modèle qui nous appartient. Après, de là à dire faire chambre à part sauve le couple, ça me paraît un peu radical. Ok. Si on en est à sauver un couple, c'est que C'est vraiment ça va pas exactement, bien. Et ouais. je pense pas que faire chambre à part, C'est ce ça. soit Je comprends. forcément la solution ultime, quoi. Ok. Ça peut faire partie d'une panoplie de solutions, mais je pense que ce qui sauve Oui, le couple, c'est pas c'est ça la qu'il faut. communication, juste. Mais On fait bon, chambre à part et ça ira. Il faut faire 50-50 dans les remboursements des mensualités pour que ça fonctionne. faux. Il faut faire l'amour dans toutes les pièces de la maison quand on emménage. Faux. Enfin, j'aime pas les il faut, quoi. C'est absurde. D'accord. C'est pas un truc que tu dis ou un rituel en disant mais c'est génial, allez-y. Non, mais chacun sa sexualité, quoi. Après, libre à chacun d'explorer toutes les pièces de sa maison. Ça peut être très ludique et C'est très pour ça, joyeux. ouais. Mais bon, il faut pas. Il y a des couples qui s'en sortent bien sans. Ça marche. Bah écoute, franchement, merci beaucoup Clémence. Merci à Ça, toi. j'ai C'était trouvé ça chouette. vachement intéressant. J'ai pas mal parlé de moi, donc Ouais. mine de rien, ça m'a ça m'a pas mal aidé. Non, mais tu vois des choses très très justes en plus, donc franchement, c'est très vraiment cool. Et j'ai presque envie de se dire que même dans une démarche de couple, de passer par cette étape d'acheter à deux, c'est même pas déconnant, voire même ça, à un moment d'aller voir une personne comme toi, même pour se poser des questions en amont, c'est-à-dire ne pas attendre. Là, je fais un peu aussi la pub pour ce que tu représentes, mais Merci. ne pas attendre une complicité dans son couple ou autre. Et peut-être que avoir quelqu'un qui t'aide à se poser ces questions-là, c'est Ah bah, pas mal, ouais. ouais, clairement, l'espace de la thérapie, que ce soit une psychothérapie ou une sexothérapie, c'est un espace privilégié pour poser à plat ses valeurs, ses besoins, ses désirs, ses limites, et ouvrir ces discussions-là qui peuvent être parfois un peu houleuses, un peu tabous. Donc, complètement. Ça Ouais, peut exactement. être. L'intégrer dans sa démarche, en Ouais, tout cas. ça fait l'achat, faire partie ok. de sa démarche. C'est pas nécessaire, mais ça peut complètement faire partie de sa démarche. Ouais. Merci d'avoir écouté cet épisode de Sans compromis. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un commentaire et à retrouver l'ensemble de nos épisodes sur YouTube. À très bientôt. Sans compromis est un podcast créé par Preto avec Manon Béline à la production.